Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième jour du 6e Forum Nouveau Monde. Une après-midi qui s'annonce extrêmement dense et riche en débats et en informations, puisque nous allons parler de l'Afrique bien sûr, mais aussi des politiques des États, et nous accueillerons en fin de forum le Premier ministre Manuel Valls aux alentours de 17 h. Et donc, première table ronde consacrée à l'Afrique, nouveau pays émergent. Je salue parmi les membres de la table ronde Lionel Sinzou, qui est membre du conseil stratégique du Forum Nouveau Monde. Et je salue tous ceux qui sont venus ici pour assister à ce débat. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette table ronde comme les autres sur Twitter, hashtag Forum Nouveau Monde, et également sur Facebook. Vous verrez qu'Alain Juppé, qui arrive également tout à l'heure, a déjà annoncé sur son blog qu'il participait au forum avec quelques idées, donc vous pouvez vous y référer. En tout cas, bonne session, bon après-midi à tous, et je cède la parole à Sébastien Le Foll du journal Le Point, qui est également partenaire du Forum Nouveau Monde. Merci. Merci Ulysse, et oui, je suis très honoré d'animer cette table ronde au nom du Point que je représente ici. Le Point qui était vraiment le média, je pense, adapté à cette discussion, puisqu'il est question de l'Afrique sur laquelle nous misons beaucoup. Nous avons lancé le Point Afrique cette année, qu'on peut retrouver sur Internet et dans notre hebdomadaire. L'Afrique, l'avenir se construit maintenant. Alors c'est le thème de notre discussion aujourd'hui. Alors vaste sujet, hein. L'Afrique recoupe plusieurs réalités et l'avenir c'est très vaste également. C'est pour ça que j'aimerais d'abord demander l'aide du professeur Zinsou, qui est l'un des analystes les plus lucides et les plus positifs aussi, peut-être que ça va ensemble, de la situation africaine, de son développement actuel, de ses perspectives. Quand on parle de la construction de l'Afrique aujourd'hui, de son avenir, quels vous semblent être les 2 ou 3 défis majeurs qui en tout cas, l'attendent, auxquels elle s'est déjà attaquée, et qui sont peut-être des défis partagés par un grand nombre de pays africains? Merci de cette vaste question. Donc, je vais répondre tout de suite après avoir salué l'ensemble des participants, leur avoir dit bonjour, et je suis ravi de retrouver beaucoup d'amis dans cette salle, d'amis personnels et d'amis de l'Afrique. Juste donc quelques mots en introduction. L'avenir de l'Afrique est un avenir de croissance, il faut le rappeler. Cela dit, la croissance, ce n'est pas le développement. La croissance, ça ne résout pas tous les problèmes. La croissance économique, la croissance mesurée par le PIB, par les échanges internationaux, par un certain nombre d'éléments plus profonds, même en matière financière, la progression des actifs financiers, la progression des réserves, la progression de l'épargne longue, enfin tout ce qui se mesure dans la croissance, ça n'est pas non plus le développement. Voire ça suscite des effets secondaires qu'il faut pouvoir corriger. Donc l'avenir, c'est d'essayer de trouver les moyens de conserver des moteurs d'une création de valeur, de richesse sur tout le continent, parce qu'on en a dramatiquement besoin en face d'une croissance démographique supérieure à 2,5%. Donc on a besoin de créer plus de richesses qu'il y a de croissance du nombre des hommes, et on a besoin de corriger des inégalités si profondes et de réduire une extrême pauvreté si nombreuse en effectifs qu'on a besoin de créer plus de valeur. Quand je dis une pauvreté si nombreuse en effectifs, quelque chose qui est structurant pour l'avenir de l'Afrique, c'est qu'il y a de moins en moins de pauvreté. Ça a beaucoup de conséquences, notamment sur l'activité des entreprises, qui trouvent dans les classes moyennes et les moyennes supérieures une demande solvable. Seulement le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus de pauvres. Nous sommes dans une situation où, par rapport aux 250 millions d'habitants de l'Afrique des années 60, nous sommes 1 milliard et nous serons 2 milliards dans une génération. Simplement, sur ce milliard, il y a, vivant en dessous du seuil de pauvreté, de l'extrême pauvreté, il y a 400 millions d'habitants. Il y a plus d'Africains pauvres aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y avait d'habitants en Afrique en 1960. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas peut-être 600 millions des nôtres vivant au-dessus du seuil de pauvreté. Ça ne veut pas nier qu'ils accèdent
à la capacité de satisfaire les besoins fondamentaux. Mais vous avez un problème d'avenir qui est très particulier, qui est celui de gérer la réduction de la pauvreté et l'augmentation des pauvres. Deuxième paradoxe de cette nature qui donne un petit peu une idée de la complexité. Nous avons un continent qui s'urbanise à une vitesse qu'aucun continent n'a jamais connue. Ça génère énormément de capacités, construction d'infrastructures, en gestion de la ville, en amélioration de l'assainissement, en approvisionnement en énergie, en eau, etc. Ça donne énormément, à terme, d'emplois et d'occasions de créer de la valeur. Et nous avons un exode rural. Cet exode rural est difficile à absorber dans les villes, il est extrêmement profond, extrêmement puissant. D'où un problème très particulier de nos périphéries urbaines, qui sont les lieux d'accueil des populations migrantes à l'intérieur du continent. Et on a clairement un problème de périphérie urbaine anomique dans la plupart des grandes métropoles. Et donc on peut regarder la croissance de l'Afrique à travers les bidonvilles de Nairobi. On ne sait pas lequel de celui de Lagos et celui de Nairobi est plus grand que l'autre. Et pourtant, nous avons de plus en plus d'habitants dans les campagnes. Nous avons à la fois l'exode rural et nous avons de plus en plus d'habitants dans les campagnes, avec tous les problèmes que ça peut poser de gestion des écosystèmes, avec une pression de la population rurale très importante. Là encore, quand on dit le continent est maintenant à 50% d'urbanisation, il sera à 75% dans 20 ans. 50% d'urbanisation, 500 millions de personnes qui vivent dans les villes par rapport aux campagnes. Mais 500 millions de personnes dans les campagnes, c'est 2 fois la population totale de l'Afrique de 1960. Et donc nous avons à gérer quelque chose. Si vous voulez, notre avenir va être de gouverner ces situations. Alors, un des problèmes que pose notre croissance, c'est que personne n'a jamais vécu ces situations. De temps en temps, on donne à l'Afrique des leçons de gouvernance. Il y a des leçons triviales. C'est mieux d'être vertueux que de ne pas l'être. C'est mieux de ne pas être corrompu que de l'être. N'imitez pas les mauvais exemples de corruption des pays émergents, voire des pays développés à l'occasion. Bon, mais ça, ce sont des leçons triviales de gouvernance. Gouvernez mieux vos entreprises, améliorer le niveau de vos fonctionnaires. Mais attendez, ce sont des leçons triviales. Ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde sait, à la limite, tout le monde sait le faire. On va progresser, on va même faire de l'e-government avant les autres, on va utiliser de nouvelles technologies. Mais ce n'est pas ça le problème de gouverner en Afrique, l'avenir. Gouverner l'avenir, c'est résoudre des paradoxes que personne n'a jamais eu à résoudre. L'Europe des 30 glorieuses, quand il y a de l'exode rural, on vide les campagnes, on crée les infrastructures en ville. Nous, quand nous faisons de l'exode rural, nous avons une pression rurale qui augmente considérablement, quand bien même nous avons à gérer le problème de la ville. Quand on réduit la pauvreté dans un pays développé, vieillissant, il y a moins de pauvres. Nous, quand on réduit la pauvreté, ce qui est indubitable, on augmente le nombre des pauvres. Pourquoi ? Parce qu'on a une croissance démographique qui est en même temps un très grand atout. S'il n'y avait pas la croissance démographique, on ne deviendrait pas un marché intéressant, on n'aurait pas les flux d'investissement du monde sur l'Afrique. Donc gouverner l'avenir, ça va être quelque chose de complètement nouveau. Ne serait-ce que, et ce sera mon dernier point, ne serait-ce que les technologies qu'on va mettre en œuvre. L'Europe, petit à petit, doit s'habituer, et les États-Unis, à être en retard sur l'Afrique sur certains plans. Bon, on en est au fond extraordinairement content. Ça satisfait la vanité et la fierté. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas éviter les nouvelles technologies, puisqu'on n'a pas les anciennes technologies. Quand on dit Safari.com développe son système M-Pesa de paiement par mobile kényan, en licenciant, en donnant une licence à Vodafone au Royaume-Uni. Quel retour de l'histoire. On est en avance dans les usages sociaux des télécoms dans la plupart des pays africains. Bon, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement que de prendre les technologies les plus avancées. On dira dans 5 ans qu'on est en e-learning très en avance sur l'Europe. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles du Bénin, on fait les 3-8, les instituteurs font 2 journées d'école, tellement il y a d'enfants, on y prend de 7 à 13 heures, et puis on prend la 2e classe l'après-midi et le soir, tellement on a de carences d'infrastructures sociales. Mais on ne rattrapera jamais. On ne peut pas rattraper. Cette crue démographique est telle, les besoins de formation des formateurs sont tels que non, l'e-learning n'est pas une option. L'e-learning, c'est une nouvelle chance qu'on a. Et vous pourriez prendre énormément de technologies, même chose sur les smart grids. Les smart grids, ce n'est pas parce qu'on est moderniste
pour l'avenir de l'Afrique. Les smart grids, c'est parce qu'on ne fera jamais des réseaux électriques en Afrique intertropicale, on ne fera jamais des réseaux centralisés. On ne peut plus, c'est trop tard. On va devoir faire des réseaux locaux, décentralisés, qui forcément seront smart. Donc on n'a pas d'autre choix que d'être tout à fait à la pointe des technologies. Et contrairement au scepticisme général, en fait, c'est en train de se faire sous nos yeux, et notamment dans un certain nombre de technologies, notamment celles qui sont liées aux technologies de l'information. Donc vous voyez, l'avenir qu'on se prépare, il est sans paradigme connu. Il concerne l'application de technologies nouvelles sur des structures extrêmement traditionnelles et anciennes, ce qui est sans paradigme connu. Il s'agit de résoudre des paradoxes et des contradictions de la croissance. Parce que politiquement, socialement, et je parle sous le contrôle de notre grand ami tunisien, quand on a des populations de plus en plus éduquées, avec de moins en moins d'emplois disponibles pour elles, mais nous allons tous connaître des révolutions arabes. La révolution arabe n'est pas un choix. Nous allons tous avoir des révolutions tunisiennes, parce que les mêmes causes vont exactement provoquer les mêmes effets. Donc, vous voyez, gérer cette croissance, c'est gouverner une Afrique, et c'est tout le problème de la nouvelle génération, mais heureusement on a une nouvelle génération très jeune, pleine de vitalité, absolument formidable. En Afrique, on prend des responsabilités de plus en plus jeunes, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il s'agit de gouverner autrement. Le changement, c'est maintenant, mais on saute dans l'inconnu, parce qu'on va devoir tout inventer, là où l'Europe, et c'est mon dernier mot, il faut quand même qu'elle se réveille sur l'avenir du continent qui se construit maintenant. Parce que nier sa croissance, c'est un sport européen quotidien. Là, ça revient avec Ebola. On vous l'avait bien dit, la croissance africaine va évidemment... Un sport de moins en moins pratiqué quand même, non ? Ah, écoutez, pour les opinions publiques, le déni de la croissance africaine, ou les explications simplistes qui montrent que l'Afrique n'y est pour rien, du genre, évidemment, quand le prix du pétrole monte, et le prix du minerai de fer et le prix du cacao, c'est quand même bien le moins que l'Afrique ait de la croissance. Oui, enfin, pour l'instant, le minerai de fer est à moins 45% depuis le début de l'année, le pétrole est à moins 10%, il n'y a que le cacao, heureusement, qui monte grâce à la demande chinoise. Mais enfin, vous voyez, le déni européen est un aveuglement européen qui n'est partagé par aucun pays émergent. Donc, il faut faire un tout petit peu attention au déni. Et le côté, il y a de vieilles solutions que je vais vous vendre d'occasion, des vieilles solutions technologiques, des vieux concepts démocratiques qu'on a longuement préparés pendant 3 siècles. Vous allez voir, ça va être formidable, mais ça ne nous concerne plus. Ça ne nous concerne plus. Nous, on est dans un paradigme complètement différent. L'avenir se construit maintenant, mais on n'a aucune idée de ce à quoi il va ressembler. Simplement, il ne va pas ressembler au passé occidental. Merci Lionel Zinsou. Alors vous avez dit que gouverner en Afrique, c'était résoudre des paradoxes sans pareil. Mais nous avons parmi nous, et à côté de moi, un homme qui, lui, doit tous les jours résoudre ces paradoxes, puisqu'il est gouverneur exécutif de l'État du Kwara, au Nigeria. Aladji Abdul Fattah Ahmed, vous êtes à Paris, d'ailleurs, merci d'être avec nous. Vous êtes venu pour recevoir un prix de l'innovation pour une assurance médicale que vous avez développée dans votre État pour les plus démunis. Est-ce que vous êtes d'accord avec Lionel Zinsou pour dire que et là vous êtes dans un pays qui est lui aussi confronté à ces paradoxes là sans pareil. C'est ça votre rôle aujourd'hui, vous, la nouvelle génération de dirigeants africains? Vous avez ce sentiment-là d'être confronté à des contradictions parfois insolubles? Thank you very much. No doubt, the differences are clear. Africa is growing, but there's a huge platform of poverty. There's a huge platform of ignorance, disease, and illiteracy. And this whole challenge can stem from the fact that we are still suffering from the hangover of colonialism. The hangover that imputed an educational system on various colonies without taking cognizance of the need of those colonies. However, as things are happening now globally, one thing comes out clearly. We have a huge platform of unemployable youths moving from the rural areas to the urban areas. And these youths
as they are today cannot apply themselves because there's been a breakdown in the educational system. And that takes us to see one of the best ingredients that can move us to the desirable level in the current global growth, which is education. Education is very critical. As it is today, there's a huge deficit between the human capital developmental needs and human capital development programs. The educational system has a disconnect between what the system needs and what is being produced. Unfortunately, even the little one that is given that is not needed is not even available to all. So by and large, you have a huge percentage of out of school children. The danger here is that the production system is going on. More people are being born, and they're going through this meal of improper education. So you are faced with a huge crisis that is coming up. This crisis is already manifesting. We can see in Nigeria today, especially in the northeastern part of Nigeria, there's a huge crisis going on. And this crisis is not unconnected with the fact that these people are part of one of the poorest areas of this world. They are not properly educated, and the youths are not skilled. So it takes us to the fact that we must look into governance. Governance has to be given a proper phase. And that phase requires that proper budgeting must go into education. What sort of education are we talking about? We're talking about impactive education in context, in quality, and in availability. This is the minimum we must look at as Africans. We must begin to see that this education is the only true way that we can define a new future for the continent. Yes, it's been said that we don't know what tomorrow holds, but we know those who hold tomorrow. Those who hold tomorrow are these youths, and these youths must be given the proper education to key in into the current global change. If you look at the current way by which education is being impacted, an average 5th-grade child can hardly read or write. So it is very disheartening that if he's allowed to go through school, he will not only be able to apply himself, he won't be able to have learned any skill. So the biggest challenge in Africa today is this army of unemployable youths. We must come up with vocational training. We must start up vocational training, and that's exactly what I'm doing in my state. I'm set up one of the best vocational training institutes today that will partner with City and Guilds of London to produce entrepreneurs that will be employable and applicable to society. And in that, as a government, we are putting in place an entrepreneurial funding credit scheme that enables them to be clustered into cooperatives after training, and this will see them accessing funds to drive themselves and be applicable to the society. But most importantly, we have institutionalized a law which ensures that there is application of local content. In other words, all jobs must be sought from this cream of entrepreneurs that will be produced so that they are continuously being put into use. This, we hope, will begin to reduce the army of unemployable youths that we have across Africa. It is imperative that we begin to see that the future of Africa can only be built if we give these youths a future. I want to enjoy most developing partners to begin to see how to restructure the educational system in Africa. Another big challenge is the issue of conflict. Conflict has displaced over 2 to 3 million children. In Somalia alone, where we have seen crisis going on, over 500,000 children are out of school there. Southern Sudan has been resettled for over 1 year. Close to 2 million children have been displaced. They are not in school. In Nigeria, over 1 million children are out of school age. These children are likely to go into adolescence age without receiving any education and any skill. They are not only a danger to themselves, they are a danger to the society. And the only way we can bridge that gap is to create entrepreneurial training that will see that these youths find themselves useful in the society. So a key ingredient that is required to sustain this growth for African society is to evolve a brand new educational system that will be in consonance with global trend, and most importantly, will enable them to take advantage of the new trend in global markets. The market is huge. There's huge demand for commodities from Africa. We can see the primary products all going out of Africa. How do we begin to add value to these products? Unless there's proper education, unless we create room for innovation, and government must begin to see how to end corruption. It is one of the biggest cankerworms that is eating into the fabrics of governance in Africa today. Corruption has allowed for
improper governance. And also, corruption has allowed for impunity. Impunity has allowed for law not taking its proper course. So the common man has a problem of getting justice. All these things can be put in place if there's proper education, adherence to the rule of law, good governance, right policies, good incentives, and of course, the populace will be allowed to take their potentials to the highest potential and key into the global trend of change for growth and development. Thank you very much. Je voulais peut-être faire réagir Achille Membe à ce que vous venez de dire. Le gouverneur a insisté beaucoup sur l'éducation. Vous, Achille Membe, vous rappelez souvent, d'ailleurs, dans vos écrits, vos interventions, l'importance de la culture dans le développement. Quelle est votre réaction à ce préambule? Je commencerai par dire que l'Afrique, c'est un peu comme une auberge espagnole, ou si vous voulez, c'est un peu comme un souk, dans la mesure où chacun peut y trouver ce que chacun veut. Ou plutôt, chacun y trouve ce que chacun y apporte. Je veux dire par là que si vous voulez trouver des exemples d'horreur, de ce qui tourne mal, vous pouvez trouver des indices de tout cela. Mais je voudrais, à la suite de ce que nous a dit Lionel, m'appesantir quand même sur un certain nombre de basculements qui nous obligent à repenser les cadres de perception à partir desquels nous portons notre regard sur ce continent énorme, multiforme, et qui malheureusement fait très souvent l'objet de simplifications, aussi bien dans l'opinion publique que d'ailleurs dans un certain nombre de recherches universitaires. Je dirais de ce point de vue que l'un des événements les plus significatifs de ce début de siècle, c'est sans doute le basculement progressif de notre regard sur l'Afrique. Jusqu'à très récemment, l'idée était que le continent vivait aux marges du monde et de son économie. L'idée était que le développement consistait en fait à faire son futur à l'image du passé européen, comme le rappelait tout à l'heure Lionel. Je dois dire que ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que 4 évolutions nouvelles sont apparues. Lionel en a fait état. Je voudrais pour ma part en signaler 4. Et d'abord, le retour du futur. L'idée selon laquelle l'Afrique a un futur, que l'Afrique a un avenir et que cet avenir, loin d'être bloqué, est ouvert. Ce fait, il est là. C'est un avenir, bien sûr, à plusieurs vitesses, et tous les États ne l'embrasseront pas de la même manière, et donc les différenciations internes au continent vont s'accentuer. On le voit très bien pour qui sillonne le continent en ce moment. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est quand même la relance sur une échelle relativement étendue des processus de formation des richesses. Les chiffres sont là pour l'indiquer. Les éléments sont là également pour affirmer que cette relance des processus de création des richesses est loin d'être conjoncturelle et qu'elle est structurelle. L'idée que l'on peut investir de l'argent en Afrique aujourd'hui et en retirer d'énormes profits, cette idée, elle est de retour. Or, ici également, ces nouveaux processus de création des richesses vont nécessairement entraîner de nouvelles différenciations. Ils vont relancer les logiques de la stratification sociale dans la mesure où ils sont, par nature, producteurs d'inégalités.
Et par conséquent, ils vont provoquer l'apparition de nouvelles formes de la lutte sociale, des luttes dont on peut d'ores et déjà voir des exemples ici et là, portant sur des questions de redistribution, d'accès aux ressources, portant sur la réforme des systèmes institutionnels et politiques. Et donc la question de savoir quel système institutionnel et politique mettre en place qui soit capable de gouverner le futur qui est déjà avec nous, parmi nous, je crois que ça se pose fondamentalement. On le voit, comment faire en sorte que ces luttes ne débouchent pas sur des situations belligènes. C'est une question fondamentale. Je crois qu'il y a deux types de réponses. Un, il faut à tout prix démilitariser le politique. Deux, il faut affiner les systèmes de représentation. D'où un immense effort portant sur des choses aussi apparemment simples comme les élections. Tout cela doit, à mon avis, être fait. Troisième constat, c'est quand même la prise de conscience du fait que l'Afrique représente objectivement la dernière frontière du capitalisme. Je dois dire que cette prise de conscience, elle est très forte du côté de la Chine, par exemple. On doit à la Chine le fait de prendre conscience aujourd'hui du fait que l'Afrique est la dernière frontière du capitalisme. Alors, quelle forme de capitalisme? Est-ce que ça va être un capitalisme d'extraction, un capitalisme d'enclave, comme on l'a connu jusqu'à présent, des enclaves qui n'ont qu'un lien très tenu avec l'interland? Quel type de géographie est-ce que cela va mettre en route? Je crois que c'est des questions qui se posent à nous. Dernier constat, les enjeux du continent ne sont pas que des enjeux africains. En fait, les enjeux africains sont des enjeux planétaires. Cette réalisation est malheureusement trop souvent faite sur le mode négatif. On le voit avec le terrorisme, avec les épidémies comme Ebola, avec la tentation que ce genre de situation entraîne d'une militarisation des situations d'urgence qui ne sont perçues, qui sont plus du tout perçues comme exigeant des réponses structurelles, mais plutôt comme étant en priorité exigeant des réponses humanitaires, avec toutes les contradictions que l'on sait lorsque la préoccupation humanitaire prend le pas sur des situations structurelles. Donc voilà un certain nombre de choses sur lesquelles il me semble important d'attirer l'attention. Je vais terminer par deux remarques télégraphiques. Il y a deux dynamiques qui, à mon avis, sont porteuses d'énormes risques pour le continent. La première a trait au risque de double enfermement, un enfermement interne et un enfermement externe, risque que courent les acteurs africains, dans la mesure où aujourd'hui, la plupart des couches de chômeurs jeunes structurellement inemployables auxquels faisait état le gouverneur n'ont plus pour option que de fuir. La migration représentant une des manières pour lesquelles de résoudre la question de l'enfermement. Enfermement à l'extérieur, mais également impossibilité de circuler à l'intérieur du continent. Donc, il faut ouvrir le continent. Il faut abolir les frontières qui empêchent les acteurs africains d'opérer sur le continent. Il faut baisser les coûts de la mobilité et de la circulation interne et transformer le continent en un vaste espace de circulation pour éviter que les Africains qui veulent améliorer leurs conditions de vie n'aient plus pour choix que de risquer la mort en traversant le Sahara ou en échouant sur les berges de la Méditerranée. Il n'est pas normal que les gens
aient à quitter leur pays pour obtenir une vie meilleure. Et on peut y mettre fin en transformant le continent en un vaste espace de circulation. Dernier point, les arts et la culture. Je crois que nos discussions sur le développement de l'Afrique, sur le gouvernement du futur en Afrique, pêchent par trop d'économicisme et oublient fondamentalement une dimension intrinsèque des processus sociaux et économiques en Afrique, une dimension qui a trait à la capacité des Africains à créer des signes et à faire du sens et à créer un langage symbolique. Ce langage, il passe par une explosion observable dans le champ des arts et de la culture. Et je termine par là, il est temps de réintégrer ces dimensions symboliques dans nos considérations plutôt financières, économiques et matérialistes. Merci beaucoup. Merci à vous, Achille Mbembe. Alors, je voulais donner la parole à Magatou, mais finalement, Achille Mbembe, vous avez tendu une perche, vous dites trop d'économie là, dans cette approche de l'Afrique. J'ai envie de faire réagir le professeur d'économie à HEC que vous êtes, Monsef Cheroro. Vous êtes également député à l'Assemblée constituante de la République de Tunisie. Trop d'économie, vraiment? Oui et non. Moi, je me proposais, avant d'écouter ces paroles très sages de monsieur, de dire qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire quelle est la responsabilité de l'économie dans la situation actuelle en Afrique. Mais pour ne pas m'arrêter là, pour dire quel est le rôle attendu de l'économie pour que l'Afrique réalise ce que notre ami Lionel Zinsou a proposé pour éviter justement que l'on passe par des révolutions. Et l'économique a un rôle fondamental à jouer si on comprenait ce que l'on voulait en faire. Tout médicament est bon et mauvais. Il y a un problème de dosage, il y a un problème d'adaptation. L'économique aujourd'hui, d'après moi, en Afrique, a un rôle important à jouer dans la lutte contre l'exclusion. Évidemment, on peut en parler dans une ville, dans un pays européen, j'entends ce terme utilisé souvent en France, mais en Afrique, il est encore plus important. Parce que ce que je voudrais développer, si vous me permettez d'utiliser les quelques slides, maintenant ou tout à l'heure, c'est que la lutte contre l'exclusion n'est pas, comme l'a dit monsieur le gouverneur, un acte de générosité, un acte de charité. C'est un acte qui fait de l'économique un moteur puissant de sortie de la crise de l'Afrique et surtout, j'insiste sur ce qu'a dit Lionel Zinsou, pour donner à l'Afrique le moyen de profiter de ses forces actuelles, parce qu'elle a des forces. Parce que dans ce qu'on appelle les frontier markets, dans les marchés financiers, les marchés frontières, qui ne sont plus sous-développés, mais qui ne sont pas encore émergents, les investisseurs cherchent à investir dans des marchés nouveaux, prometteurs. Eh bien, les pays africains ont un grand nombre dans cette liste-là. De l'Afrique du Nord, actuellement, il n'y a que le Maroc. Et ce sont des pays qui se sont donné les moyens de préparer cette bonne utilisation de l'économique. Ce que je voudrais développer maintenant, c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. La croissance ou le développement sont peut-être nécessaires, mais si la croissance et le développement vont pour développer ce que les Américains appellent les fat cats, c'est-à-dire l'économie de rente, ben ça conduit à des révolutions. Alors, si vous permettez, je vais utiliser mon instrument de pouvoir et je propose une voie qui est le résultat de plusieurs études que nous avons menées avec des collègues, non pas dans le cadre d'HEC, mais dans le cadre du World Economic Forum. Et certains détails concernant cette étude seront publiés sur leur site. Je dirais que l'un des moyens les plus puissants actuellement pour s'attaquer à la lutte contre l'exclusion, c'est le démarrage
d'une construction démocratique. Je ne dis pas de la construction démocratique, mais d'une construction démocratique. Parce qu'au-delà de l'exploitation des ressources, vous en avez parlé, au-delà de la sous-traitance classique de certaines entreprises qui transitent par l'Afrique pour produire certaines parties, il faudrait peut-être aller plus loin. Je rappelle avec une certaine amertume que quand les pays africains ont proposé à l'Europe de passer des accords de partenariat commerciaux, les APC, qui se sont terminés, je rappelle, il y a 5 ans, eh bien, l'Europe a répondu qu'elle n'acceptait pas la proposition du président du Sénégal à l'époque, au nom de l'Afrique, qui a proposé de passer à des APD, aux accords de partenariat de développement. Les capitales africaines proposaient des zones même d'industrialisation pour que ces dés conjoints se fassent entre l'Europe et l'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, les APC sont morts, il n'y a rien d'autre, et surtout pas d'APD. Donc l'Afrique, elle, doit continuer, et ce que je veux dire, c'est que l'émergence économique et sociale, mais elle commence par l'économique, c'est-à-dire un taux de croissance suffisant pour que la population gagne bien sa vie, qu'elle ait sa dignité et son travail, et qu'elle exporte plus qu'elle n'importe, devient un objectif. Ce que j'essaierai de montrer aussi, c'est que si l'Afrique n'émerge pas, eh bien l'alternative est terrible. L'Afrique va être submergée. Qu'est-ce que ça veut dire submergée? Ça veut dire pendant 2, 3, 4 générations, elle va retourner à l'exportation de matières premières simples et à l'exclusion qui cause non seulement des inégalités, mais qui cause, nous le voyons ici, et l'Europe maintenant commence à le sentir, des pandémies qui sont assez graves. La voie réelle et durable exige donc un profond développement du capital humain qui commence à se faire en Afrique. Quand je vois ce que mon ami Mamadou Sow de l'Institut supérieur de management de Dakar a développé comme réseau de formation dans toute l'Afrique, je vois que le privé, mais le public doit aussi investir là-dedans. Et puis l'Afrique a besoin d'investissements lourds. Ce que font les investisseurs européens privés, c'est bien, mais ce que doivent faire les gouvernements dans le cadre de cette lutte contre l'exclusion est fondamental, avec les financements appropriés. Et je suis sûr que la créativité sans limite de notre ami Lionel en tant que financier viendra leur apporter les instruments adéquats du genre partenariat public-privé qu'il faut, pas n'importe lequel, etc. Donc, à notre opinion, toute action efficace exige un large soutien en Afrique. Et pour cette raison, nous, en Tunisie, nous avons trouvé une voie, ça ne veut pas dire qu'on veuille l'imposer ailleurs, mais la construction démocratique en est un moyen. Alors, la croissance doit être inclusive, c'est-à-dire pas d'exclusion. Et si elle est inclusive du point de vue humain, il faut investir dans l'éducation, la formation et la santé. Je vois que monsieur le gouverneur l'a rappelé, notre ami l'a rappelé, et je dirais qu'il faudrait très clairement améliorer notre système d'éducation et de formation pour qu'il vise non pas seulement la diplômabilité, mais qu'il vise l'employabilité. Et il y a un rôle important au gouvernement, à l'administration, au secteur public, aux associations civiles pour que cette interconnexion se fasse. L'Asie a décollé de cette manière. La formation, la santé, nous subissons l'effet du peu d'importance qu'ont pris les politiques de santé. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'étais à la tête d'une banque d'État tunisienne, Tunisie au Golfe, dont l'objectif était de financer les projets en Tunisie et en Afrique. J'ai commencé à financer un projet pour faire de la région du Sahel africain un nouveau Texas pour l'élevage. On a commencé au Burkina Faso et malheureusement, tout le projet a périclité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des agressions des mouches aux yeux rouges qui pondaient leurs larves dans les yeux du bétail. Et ces mouches étaient combattues partout, sauf en Ouganda à l'époque. Et les projets ne pouvaient pas partir. Les opérations de santé sont publiques.
et elles n'ont pas de frontières. Pas seulement les Africains et les Africaines ne doivent pas avoir de frontières, mais aussi la lutte contre ces horreurs. Aujourd'hui, l'Afrique commence à valoriser cela. Mais d'un autre côté, elle est économique. Il nous faut construire la gouvernance. Les rapports de M. Kaufmann, le Chilien, l'ex-Chilien de la Banque mondiale, montrent que l'Afrique perd tous les ans 3% de taux de croissance dû à la mauvaise gouvernance. Sachant cela, il va falloir qu'on se pose la question, comment répondre à cela? De nouveau, en Tunisie, on lie cela à la nécessité, pénible parfois, de mettre en place un système démocratique. On n'a pas trouvé mieux. L'ouverture entre les frontières des pays voisins donne 2% de taux de croissance de plus. L'émergence est potentiellement là. Organisons-la. Et enfin, les alliances stratégiques avec le reste du monde. L'Europe, l'allié traditionnel, mais la Chine est déjà présente. Et puis, d'autres régions du monde, comme la carte que je vais vous proposer le mentionnera. Le terrorisme est en train d'utiliser les filières qui, il y a quelques siècles, étaient utilisées pour que la culture de Tombouctou passe du sud de l'Afrique vers le nord. Et Tombouctou a éduqué le Maghreb grâce à ces réflexions. Les Touaregs qui transportaient des marchandises, parce que c'était des commerçants, se sont trouvés d'un seul coup être des des contrebandiers, et puis se sont retrouvés après en train de transporter des armes. Ces mêmes filières, on n'a pas le droit de les abandonner au terrorisme. Et l'économique est une réponse forte contre le terrorisme. Les pandémies aussi, comme j'ai mentionné. Donc quand on parle de stabilité de l'Afrique, ce n'est pas par la dictature qu'elle aura la stabilité. La dictature donne une fausse stabilité parce qu'elle permet à certains de s'approprier la richesse aux dépens des régions de leur pays et aux dépens de régions entières en Afrique. Et ceci cause ce que Lionel a appelé les révolutions arabes ou autres. Donc, l'émergence nécessite une stabilité réelle par une construction appropriée. Cette belle région du monde, l'Afrique, eh bien, elle a un voisinage qui est très intéressant. La Méditerranée qui la relie à, je rappelle, la région la plus riche du monde. L'Europe, avec 17 trillions de dollars de produit intérieur brut, produit plus que les États-Unis avec leurs 14 trillions de dollars. Je ne parle pas de la zone euro, je parle de l'Europe. Donc, cette potentialité est-elle exploitée? Je l'ai dit, pas suffisamment. Eh bien, nous avons, dans cette étude, regardé l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui par rapport au sud de la Méditerranée, ce qu'on appelle le Club Med. Eh bien, en rouge, vous avez indiqué sur plusieurs variables qui sont souvent prises en compte. En rouge, vous avez ce qu'on appelle le Nord Méditerranée, le Club Med européen. Et en bleu, vous avez le Sud Med et Afrique. Le Sud Med est dominé partout, sauf pour deux entités. Alors, si on s'engageait dans la région méditerranéenne sud et l'Afrique, dans 3 scénarios possibles, une ouverture de l'Afrique sur l'Europe, mais subie, telle qu'on l'a faite jusqu'à maintenant. On exporte ses arachides et c'est ailleurs qu'on en fait du peanut butter ou bien de l'huile. Une ouverture semi-choisie, on va écraser ces arachides, on va fabriquer de l'huile et on va jeter les tourteaux et on va exporter l'huile. Et puis, une ouverture vraiment choisie de l'Afrique. Ces 3 scénarios nous donneraient, regardez, le scénario 1 enfermerait l'Afrique de plus en plus. Elle est le bleu à l'intérieur du rouge, elle est dominée partout, sauf dans la partie marché. Le scénario 2 améliorerait un peu la situation. Mais regardez le scénario 3, l'ouverture vraiment choisie en fonction d'accords stratégiques. On pourrait rejoindre au moins les pays du Club Med qui ont d'autres problèmes, mais qui permettraient à cette région de voisinage de l'Europe d'être une région
de création. Pourquoi je dis ça? Pourquoi l'Afrique est-elle prometteuse? Regardez comment l'Afrique subsaharienne a réagi à la grande crise post-Lehman Brothers. Vous avez en bas à droite la manière dont l'Europe et l'Asie centrale a réagi. Elle a eu un creux, elle a eu une croissance négative. L'Afrique, elle a subi une baisse. Elle n'est jamais entrée dans ce creux, elle est résiliente. Cette résilience de l'Afrique nous amène à ma dernière slide. Nous sommes dans un monde qui change. Il n'y aura plus de développés et de sous-développés. Il y aura des émergents et des immergés. Le monde ressemblera à cela. Il y aura un nouveau nord, un nouveau centre et un nouveau sud. Ce nouveau centre, je ne sais pas si je vais avoir la carte. Non, mais vous pouvez continuer. Non, on va pas donner la parole à c'est la carte du monde, je ne l'ai pas. Elle n'est pas là non plus. C'est la carte du monde. Bon, évidemment, tout l'effet est perdu. Où nous avons l'Asie dans le nord, dans le nouveau nord, où nous avons l'ancien monde protectionniste selon les accords du GATT de Doha, qui a refusé de s'ouvrir encore plus. Et dans le nouveau centre, il y a une ligne d'émergence qui vient du pôle Nord, qui traverse actuellement l'Europe. La France, par exemple, a le choix de choisir l'émergence ou de continuer à limiter ses dépenses parce qu'il ne faut pas obéir à Keynes tout le temps, selon certains. Et puis, cette ligne d'émergence va atteindre la Méditerranée et l'Afrique. Et c'est ce choix-là d'émergence qui fera que la Méditerranée-Afrique, la Mediterrafrica, sera inclue dans cette zone d'émergence, et à ce moment-là, elle fera partie de ce renouveau, ou bien, si la ligne d'émergence passe par le haut, elle sera exclue, et ceci pour 3 ou 4 générations au moins. J'espère que le choix qu'il faut sera fait et que j'arrive à sortir de cette slide. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé d'économie de manière générale, mais nous avons la chance d'avoir parmi nous une des belles réussites économiques africaines avec Maguette-Ouane. Vous avez fondé et vous continuez à développer votre entreprise, Tiosan, qui, je crois, en Wolof veut dire, je me suis fait traduire, enraciné... L'origine de la culture et de l'humanité, avec un grand C et avec un grand H. C'est Tiosan, en Wolof. Voilà. Alors, j'aimerais avoir votre sentiment un peu là sur ce débat d'experts là, parfois un peu général. Vous comment vous ressentez là ce développement de l'Afrique en tant que chef d'entreprise, qui a des projets, qui investit, qui innove, qui part à la conquête du monde. Faites-nous part de votre expérience et votre vision. Well, I'm going to speak in English for our international friends, and I think everybody spoke in French, and I could do that too, but I'm thinking of you guys. I sit here, and everything that I hear, it's, at the end of the day, the biggest problems that we have, and actually that other countries are having too now. France is having it. And the name of it is called poverty and or job scarcity. Isn't it a big problem we all have, right? So if we do agree that jobs are a problem, then to me, I'm a very practical person. Entrepreneurs, we have to be practical, otherwise we don't survive. So if jobs are my problem, then I have to go down to the deep into the root of the issue. Some people sit at at different levels of the branches of a tree of problem. I like to go to the root. And when I look at the root of the issues that we have, by the way, Professor, I feel like right now in scenario number 1, where the growth is all about commodity, and resources extraction. That's really what it is. And people are not benefiting from it. I see I see some people getting rich, all over the place in Africa. But the people are really not benefiting from it, and I have a problem with that. So how do we go about creating jobs? Because we know if we're interested in jobs, and if we're serious about jobs, and we should be serious about jobs, because the problems about education, because people are poor. Problem about lack of access to proper health, because people are poor. People don't respect us because we're poor.
It's all about, it's poverty, 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 poverty. We're poor. So I need jobs, because jobs is what gets people out of poverty. Now, if I need jobs, I have to think about how do jobs come about. The room is full of economists, and I do hope you won't fight me on this, but jobs are created by entrepreneurs, definitely not by the government. Last time I checked. So, if jobs are created by entrepreneurs, then we have to think about, well, what do we do for those entrepreneurs? And you asked me about my journey. So I like to sit here and listen to all the theories, and then I see how the theories affect me as an African indigenous entrepreneur who is building businesses in Africa at the same time as I'm building them in North America, by the way. One thing that I never hear talked about that's a huge obstacle to broad-based prosperity in Africa, what is it? African nations are not business-friendly. Fact. And I will walk you through a lot of idiocies, things that are really stupid, and you're going to think she's making them up, but you can go check and you will see what I'm talking about. When I say they're not business friendly, there's only one exception, which is Mauritius. Mauritius actually is now a middle-class nation with a GDP that's per capita that's higher than the one of Turkey and of Mexico. Let me walk you through some issues here. The only African nations that are more friendly than France are Mauritius and Rwanda. Basically, Rwanda only bypassed France, by the way, just in the few past years, and we're starting to see the results. Rwanda is skyrocketing, and it will be the model of Africa. And that's where I'm putting all my bets, because if they can make it, I'm already seeing how my friends react, my African friends, when we go to Rwanda and they look around, we can think whatever we want of Paul Kagame from the political side. I won't even go there. I'm judging things based on economics. And when my Pan-African friends show up in Rwanda, they've never been to Rwanda, do you know what most of them say? This is not Africa. Why? Because in Rwanda, you don't even see a peel of mango on the floor. Rwanda is cleaner than Paris. Yes, Kigali is cleaner than Paris. The streets of Kigali are cleaner than Paris. So we do know that these reforms do work. When you look at the 30 most poorly ranked nations in the World Bank's Doing Business Index, you are seeing that almost all of them are African. And my home country, we're 12 from the bottom. Senegal, 12 from the bottom. Then you wonder why people don't invest. Then you wonder why companies are not created. And therefore you wonder why jobs are not coming about. Start looking there. The other thing is, let me give you another example. It takes 19 documents whenever I want to import or to export a product from the Congo. Did you guys know that? But you see, no one pays attention to these problems. We're all sitting here and we all think it's big solutions, right? I mean, the Doing Business Index ranking of the World Bank, which I think we could all agree about, that's actually one of the only few things that I love about the World Bank, and they want to yank it, I don't know why. But if we do pay attention to that index, and we start paying attention to what it measures, and countries make an effort like Rwanda did to be some of the best reformers on it, we know that there is a strong correlation between that index and how countries perform in terms of company creations and therefore jobs. So I'm going to stop on that part. But if we want to be serious about bringing about jobs, I do think that some of us have to start being really serious about issues like that. Because more jobs is going to mean, by the way, less birth. I hear a lot of people complaining, oh, the Africans are going to populate the world. Well, I'm going to tell you what the best birth control pill is. Jobs. We know that when women have jobs and make money, oh, they have less kids. That's true. And then you want more peace? Jobs. We know there's a strong correlation between peace and jobs.
So I will leave it to that, hoping that going forward, we are more serious on this index. The next problem is we need a culture and education system that supports entrepreneurship. Because remember, I'm monomaniacal about entrepreneurship, because that's what creates jobs. So what else do I need besides these reforms to happen for the entrepreneurs to do their job in Africa? People like me to do my job properly in Africa and not always have these obstacles on my way. Unnecessary obstacles, by the way. But I do it because I believe in my country. But if you're not African, why would you bother going? And it's basically you're swimming through molasses. That's what doing business in Africa is right now. So the other thing I need is culture and the education system. On that one, what I'm going to say is, right now in Africa, and this is about us, you see, I don't like to blame others. I like to look at myself and see what I don't do right. And quite frankly, right now in Africa, we don't respect entrepreneurship. Most of our parents, they want us to still be doctors and lawyers and this and that. That's true. So that's the problem. Because if you don't work for the government, if you don't work for a multinational, if you don't work for an NGO, people ask you, what do you do? And then the other issue on the education system has to do with the fact that the education system does not support entrepreneurship. Often, actually, the education is anti-business on top of everything else. And when especially at the university level, and when it's not anti-business, then it is usually very impractical. And when even in the rare instances where it's practical, then they're teaching me old stuff. Like, you know, conventional stuff, conventional business, and conventional engineering, stuff that I really can't use going forward. You know, we heard it this morning. Where is the world going? People are going to want more and more to consume consciously. They will. This is not a fad. This is not a fad. This is for real. And the Nielsen findings proved it this morning. So, and then I heard people yesterday, everybody's complaining about robots are going to take our jobs and this and that. Actually, I'm like, I cannot wait for the robots to show up. I will tell you why. Because robots will do best what they do. I do believe, I'm convinced that we're going to live in a world of abundant material. It's going to be, materially speaking, abundance. Cheaply produced goods from China, from India, from all over the place. And I will encourage those of you who are so pessimistic about robots, read a book by Daniel Pink called A Whole New Mind. Because he, as I do, believe that we're going to live in a world of abundance in terms of material, but what is still scarce and going to be, as technology grows, going to be more and more scarce, is a world of wonderful, wonderful custom-made experiences. A world in which your products and the services that you consume, you are going to be seeking meaning in what you're going to consume. The humanity is coming back, big time. People are going to be claiming the humanity back. They want to feel alive. And this is where the opportunity, and this is where the great hope for me is. So let the robots do what they do, and bring back in these products, bring back in these services, bring back the human component, because that only you can do. No robot ever will do that for you. And this is when finally I feel we're going to see the realness and the real potential of humans. I'm a humanist, I believe this. So please, robots come so we can become the humans that we have always been and serve each other under those ways. The last thing, I'm passing on a lot of things that I have to say because I'm sure some people will try to challenge me, and then I'm keeping my ammunitions. So don't worry about that. And this is going to be joining forces with what you were saying. You know, this notion of culture. I see all over the Africans complaining, yeah, we know the West wants us to do, they think it's going to be, we're going to have to grow like them and this and that. Well, truth is no one forces us to do anything. That's the truth. But put the structure in place so people can really be creative, right? So if we agree on that one, my path has been, and combining the culture, is to create companies in which I bring back the indigenous
all my companies are based on indigenous assets from my country. Forbes calls me the Senegalese woman who sells Senegalese recipes to the Americans. That's what I do. And by the way, my trick there, the big goal for me, is to change the perceptions that Africans and non-Africans have of Africans, whether they admit it or not. I want, by the time I'm done with my job, to see on the top 100 global brands, that ranking, I want to see an African brand. Because if you're not there, your culture does not exist, we don't respect you. So we have to be there, and none of us thinks about that. And so bring those elements together. And the last point I will make is about the education piece. It is top down, our kids are choking, they're learning crap, it's all over the place. So to me, I'm interested in Montessori-type inspired schools, because by the way, way before Maria Montessori, in Senegal, our way of teaching our young ones were very much Maria Montessori-like, before she was even on this earth. So this is very much part of my culture. So Montessori inspired with Socratic practice at the heart of it, because Socratic practice, the art of talking through questioning. So that the goal here is to really create independent thinking children, people who can think critically, and the process also is going to be to create people who really rely on, we're going to foster the creativity and their sense of innovation. And I say that, where does that come from? 10% of the profits of my current company goes towards the creation of such schools in Senegal. That's going to be the goal, that's going to be a model, and I intend to see a cohort of some of the most amazing, amazing African people the world has ever seen. They're going to be cutting edge. That's what I see. Those are the tools that I use. And then earlier I had Professor Skideski who's telling me, well, I understand the need for, and I see the point with entrepreneurship, but creativity and innovation, why? Why? Because I want for my people to leapfrog. I'm not interested in teaching them things that are going to make them survive in this world the way it is now. I want them to be positioned for what the 21st century is going to be. And the world of the 21st century is going to be, guess what? All about design, branding, sales, lifestyle, you know, a world of style. And we don't have design schools in most of Africa. We don't, because our parents don't respect that. We're like, what? So I want for my kids, for these new people, next people of the future, to be well-positioned for 21st century skills. People who are going to give you the best experiences you have ever seen. People who are going to teach you now how to deal with your dead people. Instead of taking medication, you go to centers where you are still with the elders and they share with you, they walk you through the grieving process. That's what happened to me when my first husband passed away. I went back home and they took care of me in such a beautiful way. I could see centers like that with beautiful organic gardens in the back, and it's sharing everything. And then guess what? Soon people won't be looking at us like, who are you? I believe that. So I know that you feel by now. I believe in my continent. Yes, we have a lot of work to do, but we can, we shall, and we will. I will die at it if I have to, but these are the challenges, these are the opportunities, and I think these are great solutions, and I'm practicing what I'm preaching. Thank you. Merci beaucoup, Magatte Wade. Quelle est votre réaction, Lionel Zinsou? Je vous voyais à la fois amusé, un peu bluffé. Ah ben, je dois dire, oui, je suis très impressionné. Je ne suis pas surpris non plus. D'abord, ça souligne quelque chose qu'on n'avait pas évoqué. Ce n'est pas seulement la nouvelle génération aux affaires que Magatte représente, c'est aussi les femmes en Afrique. Et on le sait, on le dit souvent pour la microfinance, on le dit souvent pour l'économie familiale, on le dit souvent... mais en fait, c'est dans tout le spectre des activités économiques. Moi, je suis très frappé. On dit souvent l'homme le plus pauvre du monde est une femme africaine au milieu de la brousse, travaillant très durement à l'agriculture. Oui, enfin, l'homme le plus porteur d'espoir dans le monde est une jeune femme africaine entrepreneur. Asymétrique. Et donc, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour vous de nous avoir invités, Magatte. Donc, je suis absolument aux anges. C'était une bonne idée pour Forbes de remarquer que c'était une des
jeunes femmes les plus influentes du continent et du monde. Deuxième chose, évidemment, l'emploi, c'est fondamental, mais on a quelques efforts. Là aussi, il faut inventer les paradigmes. On doit faire des investissements très très lourds d'infrastructures, dans l'énergie, dans l'eau, dans la mobilité. Souvent, ce ne sont pas des investissements à payback court, comme dans les télécoms, on a réussi à fabriquer des réseaux très rapidement. Simplement, ça a pour particularité d'être extrêmement intensif en capital et très peu intensif en travail. Et contrairement à ce qu'on pense, même chose en agriculture. En agriculture, l'agriculture est de toutes les activités, de tous les secteurs d'activité, par rapport notamment à l'industrie manufacturière, de ceux ou celui qui a le plus fort coefficient de capital. Donc en réalité, quand même, le plus faible contenu en emploi. Donc on est à ce stade où c'est vrai qu'on nous a livré un système colonial rudimentaire, qui ne comportait aucune capacité porteuse en matière économique. C'est impressionnant. Sans infrastructures, si on est obligé 60 ans après de construire des infrastructures, parce qu'elles n'existaient pas, elles n'existaient pour rien, même pas les infrastructures sociales. Donc on nous a livré un système rudimentaire, même pas les infrastructures de gouvernement. On nous a livré une fiscalité pour assumer toutes ces charges, pour financer les 40% du budget du Sénégal qui sont quand même alloués à l'éducation, qui est un des plus gros efforts par rapport au PIB au monde. On nous a livré une fiscalité faite de capitation à la romaine et de taxation à l'exportation, pénalisant nos exportations, parce que c'était le seul moyen d'appréhender des richesses par la fiscalité. Et on en est encore largement là. Donc il faut bien voir qu'on nous a livré un continent dysfonctionnel, un continent complètement consacré à autre chose que de créer des richesses. Et donc, effectivement, il faut faire les jobs, cet appel est fondamental, il faut faire un environnement business-friendly, mais on part d'assez loin. Et comme on a cette importante crue démographique, vous voyez bien qu'installer une classe d'âge dans l'emploi, Magat, au Sénégal, c'est un pays qui a 4 fois moins d'habitants que la France, c'est plus que d'installer en nombre une classe d'âge en France, avec des ressources financières très faibles. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'école de design. C'est vrai, moi j'essaie de faire le plus possible pour art et développement. Et au Bénin, la chose qui me frappe extraordinairement, c'est un de nos seuls actifs de production, c'est la culture, c'est la spiritualité. Et on commence à s'en servir. Et quand on fait des manifestations culturelles au Bénin, on n'a pas des dizaines de milliers de participants dans la jeunesse. On a des centaines de milliers. Donc, j'y suis complètement acquis. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'écoles de beaux-arts. C'est vrai qu'on n'a pas d'écoles de production audiovisuelle. On n'est pas d'ailleurs à cet égard le Nigeria. C'est vrai qu'on n'a pas... Mais on n'a pas non plus d'école primaire en suffisance. Donc, vous voyez, on a à créer des jobs en partant quand même d'une situation où on doit en même temps rendre fonctionnel le continent pour être capable de mettre une classe d'âge au travail, ce qui est quand même... volumétriquement, quelque chose de compliqué. Gouverneur, j'aimerais bien avoir votre réaction à ce que dit Lionel Zinsou. Comment on est business friendly dans votre État au Nigeria? Concrètement, ça se traduit comment dans votre politique? Yes, truly, the issues have been raised are quite germane to keying into the current globalization. However, in Africa, as been mentioned, there is a clear difficulty in starting business. And this is multifaceted if you look at it. Like I said earlier, you see, education is required. And we're required to see how this translates into all the facets that drive the system. Because it is when you're properly educated that you will see what your needs are. You'll be able to define demand and supply, and be able to see where you key in the demand angle or the supply angle. This can only be clearly understood if we take advantage of what we have as our natural resources.
And these natural resources, how does it translate our activities into? For instance, agriculture. Agriculture is very key. Over the years, from 1960 to date, the global food production has increased, but Africa's has decreased. And the reason is very simple. We have allowed ourselves to take advantage of commodity-driven economy, which in fact has created a new class of people with an insatiable appetite for good things, but have not been able to give the commensurate development in terms of food supply. And food supply is very critical to growth. This also keys into education. If you don't have a properly fed child, he would unlikely be able to start good educational training. And more so again, recognize the fact that unless we begin to see how this interplay is defined by good governance. I keep saying Africans have evolved from a system where, yes, most African countries went through military regime, but we've all come out of it. We're almost all democratic today. And the democracy is resulting into the current investment opportunities that we have in Africa. But there's still a wide gap. And that wide gap can be closed by going back to the basics. The basics are very clear. How is power shared amongst our people? Is it broad-based? Is it allowing for contribution? Is it allowing for check and balances? Now we now see how does this translate into policy formulation. Is the policy formulation in line with exigencies, with the current needs? The policy in education today, how is it being formulated? Do we have the right people formulating these policies? What are the incentives that these policies are creating? And how well are people allowed to take advantage of these policies? No doubt, entrepreneurship is one of the key driving forces that's required to drive today's Africa. But entrepreneurship can only thrive when we have a properly educated system and we have proper incentives created by the right system of government and allow for people to truly take their singular potentials to the utmost. However, in today's Africa, these challenges are still huge. Yes, we see governance in form of democracy, but there is a huge difference between the current democracy and proper democracy because the rule of law is not taking its course. The rights of people, rights of women, rights of youths, rights of different groups is not properly encapsulated in a law that is applicable. This impedes growth and development and also impedes the way and manner in which the outside views you vis-a-vis what they will do with you in terms of investment. So these are areas that require to be properly checked. And when properly checked, they will see that they are keen into the current bigger picture that is desirable to move alongside with what the world is doing. If you look at the current trend in Asian countries, they have an impactful educational system. And this educational system have been designed to be indigenous. They were domestically developed. And unless we allow this to happen, you cannot innovate, you cannot change, you cannot bring new things. And if you cannot bring new things, you get used to old things and you get fed up and then you'll fight because they're not coming your way. And unless you allow for innovation to take place and you create room for access to funding that will support innovation, that is when you can truly begin to see a society evolving. African countries today do not have platforms for creating innovation because the very basic platform that will take them to innovative levels have not been attained. And I still go back to that issue of education, which also combines with health. But the most critical part of it, as we see today in Africa, is the deficit in infrastructure. Infrastructure has not allowed for growth to go at the pace at which it should. Yes, the Chinese have come in. They've created shortcuts to enable our people get deployment of infrastructure in place. They get commodities and other products for their own industries. But as Africans, we need to be very careful. We need to be very careful. We had gone through a lot of changes. And what are those changes? You must look back into history. You came out of a pre-colonial period with a system that was designed largely extractive. You designed your own program. It didn't take you too far. The military took over. Now the militaries are out. We have the civilian
taking charge of defining governance. This is a new trend. The Chinese are coming in. What sort of partnership are we keen into? Is it the one that will ultimately become extractive or the one that will be mutually beneficial? We need to begin to see that. We can only define that when we reposition ourselves in terms of improving our education, improving our healthcare service delivery, improving the rule of law, and allowing for corruption to be eradicated completely. Then at that level, we'll be properly positioned to partner as against recipients of donations, to partner in growth and development. And truly, we'll begin to see ourselves keying into the next century that will change the mode by which illiteracy is viewed. Tomorrow's illiteracy will not be those who cannot read and write. It will be those who cannot think. And you can only think if you're properly educated. So I want to still look at it from the angle that as Africans, we have the huge potential, latent, untapped, which can key into the current drive for globalization, but only if we have the right ingredients that would ensure that people have contributions into how their lives are governed. Because broad-based governance is key. The Arab Spring that came up was not unconnected with disenchantment in the way and manner wealth was being distributed. This is also the same in all African countries. We must face facts. The current insurgencies, as we see them, are ways by which people are explaining perceived iniquity. There's a need to restructure systems where these things are taking place. Some people are feeling excluded. We must go back to the round table and look at the way and manner in which resources are currently being harnessed and distributed. Are people given the right opportunities? Insurgency is the kind of grievance showing. You are saying that you are not happy with the system, in whichever way it comes from. It comes from maybe the one that's happening in North Africa, the ones happening in Nigeria, the Al-Shabaab, the one in Central Africa. It is still a subtle way of saying that we are disenchanted with the system. It might be a wrong way of showing it, but it requires that we review the way and manner in which resources are being allocated, the way and manner in which opportunities are being created, the way and manner in which the rule of law is allowed to take its course. These are key ingredients. As basic as they look, they are needed to put a proper society in the platform that will enable it key into tomorrow's globalization for growth and development. Thank you very much. Merci, Monsieur le Gouverneur. Alors, je vous propose, il nous reste 10 bonnes minutes de poursuivre cette conversation à l'aide d'un jeu de questions-réponses avec la salle. Alors, le Forum Nouveau Monde est organisé en partenariat avec Sciences Po et l'Université de Columbia. Et je crois d'ailleurs que nous avons une étudiante de Sciences Po qui voudrait vous poser une question. Fatine Guéduira. Bonjour. Le micro apparemment marche mal. Bonjour et merci à tous pour vos interventions. J'avais une question double sur l'éducation qui est revenue plusieurs fois dans le débat. Est-ce que le problème éducatif africain est unique, dans le sens où est-ce que tous les pays font face au problème d'une même source? Et si c'est le cas, est-ce que ce problème est plus dû à une volonté politique qui se veut de donc garder la population peu éduquée, puisqu'elle ne se révolterait pas, ou est-ce que c'est plus un problème financier ou plus finalement technique, parce que quand bien même de l'argent serait investi dans l'éducation, comment s'assurer de mettre en place une pédagogie pour que tous les enfants apprennent à l'école? Merci. Qui veut répondre? Achille Membe, peut-être? Disons, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut considérer. La première, c'est que dans l'ensemble, les pays africains ont énormément investi dans l'éducation, je dirais, des années 1960 à peu près au début des années 80. Et s'il y a un domaine où on a enregistré des succès, c'était bel et bien dans le domaine de l'éducation. Il y a eu un affaissement à partir des années 80
compte tenu des conditions structurelles dans lesquelles les économies opéraient à l'époque. Et au sortir de cette période d'ajustement structurel, on se rend compte du fait que les systèmes éducatifs, tout comme d'ailleurs les systèmes sanitaires et autres, les investissements dans le social en général ont été amoindris au cours de cette période-là. Et on se demande comment les relancer pour répondre aux défis du chômage, à la question de l'emploi auquel on vient de faire état. Évidemment, il y a là des questions financières, il y a des questions de contenu. Monsef disait éducation pour l'employabilité au lieu de la diplômabilité. Et je crois qu'il a absolument raison. Je voudrais quand même, puisque la question de l'emploi a été posée en termes très clairs par Magatte, dire un ou deux mots à ce sujet. Je crois qu'il nous faut tenir compte, je crois d'abord qu'il est possible que la question du développement économique de l'Afrique, la réponse à cette question se trouve dans les facteurs non économiques. C'est-à-dire que le continent va connaître une période de croissance économique. La question de la pauvreté va être résolue, pas nécessairement à l'intérieur d'un paradigme économique, mais à l'intérieur d'un paradigme où l'économie, comme Monsef vous le soulignez, est questionnée, mais par d'autres facteurs non économiques. Si on prend au sérieux cette hypothèse, alors il est important de faire attention à ce que j'appellerais les économies réelles. Vous prenez une ville comme Lagos ou Kinshasa. Lagos, personne ne sait combien de millions d'habitants cette ville contient. 8 millions, 10 millions, franchement, personne ne sait. On sait qu'elle est habitée par des millions de gens. C'est des millions de gens qui, chaque jour, doivent pouvoir se nourrir. Évidemment, ils ne se nourrissent pas tous de la même manière. Il y en a qui ont faim. Mais à ce que je sache, il n'y a pas de crise alimentaire terrible, il n'y a pas de famine à Lagos qui oblige qu'on intervienne humanitairement. Donc, il doit y avoir un système d'approvisionnement, il doit y avoir des systèmes indigènes qui permettent aux gens de se nourrir. La même chose pour Kinshasa, il y a une économie réelle qui est productrice de valeur ajoutée, à laquelle on n'a pas fait suffisamment attention. C'est une économie réelle qui est en même temps une économie sociale, dans la mesure où les techniques qu'elle déploie, les institutions qu'elle permet de mettre en place, tout cela obéit à des logiques extra-économiques, mais qui ont des dimensions économiques. Alors comment, il y a du travail qui s'y fait. Comment rendre ce travail solvable? Telle me semble être la question. Vous allez en Afrique, j'étais à Dakar il y a quelques jours. Ce qui est frappant, tout le monde est au travail. Les gens sont en train de travailler tout le temps. La question, c'est comment se fait-il que ce travail ne leur permette pas de se chausser, de se vêtir suffisamment, d'envoyer leurs enfants à l'école suffisamment, d'être en bonne santé. Comment faire en sorte que tel soit le cas? Comment produire davantage de bicyclettes, de vélos, répondre à ces besoins de base qui sont si immenses et qui n'arrivent pas à être satisfaites parce que la forme de la production que l'on a s'intéresse à d'autres choses. Je vais peut-être encore prendre une ou deux questions. Je crois qu'on est un peu pris par le... Bien sûr, Megatwan. Rapidement, parce qu'on est... Very quick. To me, I think it's more a matter of lack of vision, quite frankly. And I'm not one who likes to sit there and wait for a government to do this or government to do that. I mean, you know. So we see in India, there are great models, by the way. I would encourage you to look into that if you're interested in education. Very low-cost schools that work in India, you know, and it's growing really fast. We're getting millions and millions of kids raised, and it's working. So I think that's a solution that we could you know, take after.
And then just wanted to say two things, because Lionel, when you were saying earlier, we inherited all of this stuff from the past that doesn't work for us today. When I look at, the things that are needed for that Doing Business Index, for those reforms to happen, most of them is the stroke of a pen. But maybe that's a problem. Maybe if it was worth, each one of them was worth tens of millions of dollars, maybe our leaders would be interested in doing it. So this is more a question for you, why I don't find it so hard to do. And then you said the schools, about the schools and design. And I want to say, in Senegal, what I would like to see, there again, lack of vision. Why is it that every new school that I see is another school of business administration, training people that I don't need, I can't hire, instead of maybe create a school of design? And let me then hire the recruits, because I need a lot of them, and I can't hire Africans because I'm not seeing what I need. Merci, Maguette. Une dernière question? Oui, monsieur. Bonjour, Christophe Daziron. Je voudrais poser une question rapidement et l'introduire peut-être avec ce qui s'est passé hier sur ce plateau au sujet de l'innovation. On a parlé beaucoup hier de l'innovation technologique, économique, et il me semble que cette année, il y a une innovation, on va dire, économico-sociétale qui est importante, c'est la libération de ces brevets par le patron de Tesla, qui me semble quelque part apporter, faire revenir l'économique vers l'humanité. Aujourd'hui, est-ce qu'en Afrique, vous connaissez, et peut-être pourrais-je m'adresser à Lionel Sinsou là-dessus, puisqu'il a introduit sur ce sujet-là, ce type d'innovation qui demain, et même si Magatte Wade y a répondu un petit peu, qui va porter en s'appuyant sur l'économie, porter le côté sociétal de l'Afrique? Lionel Sinsou, en deux mots, vaste sujet, hein, mais... Bon, vous avez remarqué que le patron de Tesla est sud-africain. Le capital, au fond, peut-être le plus innovant dans le domaine spatial, dans le domaine de certaines nouvelles technologies de transport, est venu d'Afrique du Sud vers les États-Unis. Je crois qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont à la fois économiques, à portée sociale assez forte, y compris dans le domaine financier, où on va petit à petit définir des instruments, notamment les impact bonds, qui permettront de prendre en compte toute une série d'externalités sociales. Grosso modo, un système de financement dans lequel vous financez un projet qui ne peut être viable que partiellement, qui est forcément déficitaire, parce que l'environnement n'est pas suffisamment porteur. Je fais une route dans une région où il n'y a pas d'activité. Mais si je ne fais pas de route, il n'y aura jamais d'activité. Je fais une route, je ne peux pas mettre un péage pour financer la route, parce qu'il n'y a pas suffisamment de trafic. Donc je me projette dans le temps, et je finance d'un côté la partie qui peut être viable, une fraction du prix, et pour le reste, je mets en place un financement qui va mesurer son efficacité économique, non pas à la viabilité par le profit, mais au fait que ça réalise des externalités positives. Ça permet de développer d'autres activités, ça permet de créer des emplois, de les localiser là. Ça permet d'avoir des progrès en matière de l'écosystème. Je les mesure, et plus je les atteins, moins je rembourse l'obligation. Et si je ne les atteins pas, je rembourse ma dette comme sanction, en quelque sorte, de ne pas les avoir atteints. Pour ça, il faut qu'il y ait les organisations d'aide publique au développement, ou les associations, ou les fondations, parce que ça peut très bien être la société civile. Ce que Magatte dit et répète, et elle a tout à fait raison, c'est n'attendons pas l'État, puisque de toute façon, ça ne va pas se faire. Donc, libérez-moi la possibilité de faire moi-même, libérer la société civile. On fera l'éducation, puis ensuite on recrutera les gens, et je crois tout à fait à ça. On a une chance qui est en même temps un problème. Les États drainent 18% du PIB en Afrique. Il y a très peu de prélèvements obligatoires. Donc les fonctions régaliennes ne sont pas suffisamment bien assurées. Mais du coup, l'économie non étatique, c'est 82% du continent, d'une certaine manière. Et donc ça va se passer là. C'est évidemment les 82%. Il ne faut pas tout le temps se tourner vers l'État. Mais il y a des associations, il y a des fondations, il y a des organisations publiques d'aide. Elles peuvent acheter les externalités. Et donc on est dans ce système dans lequel on va petit à petit être capable de faire développer des projets qui ont une signification économique partielle et une signification sociétale plus grande. Je ne peux pas ça répondre à votre question, mais je pense que c'est le type d'instrument qui va se développer. Pour le reste, j'étais
interpellé par Magatte. Oui, la vision, ça compte. Mais c'est vrai que quand vous avez une formation un peu de macroéconomiste, et vous n'avez pas envie de faire du culturalisme non plus dans votre réponse. Vous n'avez pas envie de dire... Parce que les conditions sociales du Rwanda, moi aussi j'admire beaucoup le Rwanda, mais je ne suis pas sûr que j'ai envie d'avoir été rwandais, si vous voulez, parce que c'est compliqué. Oui, il y a un régime qui s'est fixé comme objectif de progresser de 10 places par an au classement Doing Business. Oui, il en a les possibilités historiques et sociologiques. Mais dans quelles conditions? Vous les connaissez très bien, ces conditions. Vaut-il mieux être sénégalais? Je ne sais pas. Dieu est-il béninois? J'espère. Mais c'est chaque fois des conditions historiques et sociales particulières. Vous ne pouvez pas dire, si le président X ou le président Y avait la vision et nous emmenait à grimper toute l'échelle du classement Doing Business, on aurait résolu beaucoup de problèmes, parce que ce n'est pas si difficile que ça à faire. Si, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile d'être Paul Kagame. Oui, c'est une des meilleures policy mix en Afrique. C'est très difficile d'être rwandais. Donc on ne peut pas comme ça... Oui, c'est bien d'être l'île Maurice. Enfin, l'île Maurice, ce n'est pas du tout notre passé, l'île Maurice. C'est des populations entièrement allogènes. C'est un mix de populations complètement différent du reste du continent. Donc oui, nous avons des exemples très encourageants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la volonté. La puissance de la pensée, la puissance du déterminisme de la culture, c'est très important. Mais il y a aussi quand même quelques données historiques qui ne nous rendent pas tout facile. It would be unfair to not let me answer to that. My answer is going to be really short. But at the end of the day, we all share something, which is humanity. And I am sorry, but you know, there are things that we know do work. And it doesn't matter whether you're in Rwanda or in America or anywhere else. We know that there are things that do work, and I need some of those infrastructures. It may be hard to do, but we have to have a commitment to do it. And I think it's too easy to say it's hard, or Mauritius is not like us, or this or that. At the end of the day, I'm human. I feel like we need to pay attention to this. This is very important. As an entrepreneur, I need it, and I will not give up. So come up with excuses. There's no excuses. Merci, Magatte. Alors malheureusement, nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Nous n'avons pas fini d'en débattre. Et je vous propose de prendre congé sur cette question métaphysique. Dieu est-il béninois?